Madame Dauzias, la parole est à vous. J'espère qu'il y a du son. On va attendre que ça soit rouge. Ça y est, c'est rouge. Est-ce que vous m'entendez bien? Non, il faut parler plus... Tout près, oui. Comme ça. Bonjour à tous. Merci de me recevoir dans votre conseil municipal pour vous présenter le projet de PLUI de Boucle Nord de Seine. Je vais attendre que le diaporama se mette en route. Comme le disait Monsieur Mancipose en introduction, c'est vraiment un travail collaboratif des sept villes du territoire et de l'EPT. Et c'est un travail qui a beaucoup mobilisé les services et les élus des villes. Et on les en remercie chaleureusement, puisque c'était un travail très, très riche sur la connaissance fine de chacun des territoires. Donc tout d'abord, aujourd'hui, on a 7 PLU communaux. Ce qui est à noter, c'est que ces PLU, c'est des PLU qui sont anciens. Ils ont été élaborés entre 2007 et 2015. Il y a un seul PLU qui date de 2015. C'est des PLU qui sont complexes, d'une part du fait d'une écriture ancienne, mais aussi du fait qu'il y a eu beaucoup de modifications de PLUI au cours des dernières années. On a des écritures très contrastées. Depuis l'élaboration des PLU, on a eu un certain nombre de réformes réglementaires, des réformes législatives, avec notamment les lois Grenelle de l'environnement, la loi Allure, les lois MAPTAM, un changement de compétences, la loi climat et résilience, la réforme du PLUI en 2016 qui a offert des nouvelles opportunités pour écrire les règles d'urbanisme. Il y a eu aussi le SDRIFE, le PCAET, le SCOT, mais aussi les plans de déplacement et tout un tas de politiques sectorielles qui ont évolué. Du coup, on avait un vrai besoin de mise à jour des orientations des PLU communaux. Par ailleurs, il y a un certain nombre de projets qui étaient portés par les villes qui n'étaient pas possibles dans le cadre des PLU communaux. Et on a, au regard de l'ancienneté des PLU, des difficultés pour faire évoluer les PLU actuels. Donc là, il a été décidé de lancer cette élaboration du PLU intercommunal avec comme feuille de route de vraiment se saisir des nouveaux outils des réformes législatives et de la réforme du PLU qui permettent d'améliorer les rédactions, de bien remettre à plat l'ensemble des règles de rédaction pour l'écriture des PLU et se doter à l'échelle du territoire d'un vocabulaire commun pour vraiment assurer un niveau de lecture qui soit appropriable par tous. Donc sur les parties réglementaires pour les pétitionnaires, les élus, les professionnels de la ville, les architectes, les promoteurs, qu'on ait une compréhension plus aisée du document et commune. Et puis après, on avait quand même comme objectif de veiller à assurer la cohérence territoriale, tout en permettant la mise en œuvre de chacun des projets portés par les villes. Et on a eu une demande très forte de la part de chacune des villes, c'est de bien veiller à préserver et valoriser les spécificités locales de villes, de quartiers, de secteurs spécifiques, en disant c'est pas parce qu'on a un vocabulaire commun qu'on doit niveler la ville et avoir une ville uniforme. Donc on s'est attaché au travers du PLU à bien préserver et valoriser ces spécificités locales. Diapo suivante, s'il vous plaît. Très rapidement, pareil, comme le disait Monsieur Mancipose, le PLUI, c'est un gros dossier. Je vais essayer de vous décomposer les différentes parties pour que vous le compreniez mieux. Donc, qu'est-ce que c'est le PLU? Le PLU, c'est un document qui précise le droit des sols, c'est-à-dire ce qu'on a le droit de construire dans chacune des parties du territoire. En ce sens, il constitue vraiment un outil de mise en œuvre des projets, qu'ils soient publics ou privés, et fixe un cadre cohérent de toutes les actions d'aménagement, mais aussi de l'ensemble des politiques sectorielles. C'est un outil qui décide pas forcément de toutes les choses, mais qui permet la mise en œuvre des choses qui sont décidées par ailleurs. Pour travailler sur cette réglementation, ça nécessite de développer une vision globale du développement du territoire établie à travers des diagnostics sur toutes les composantes de la ville, donc sur toutes les thématiques. On a un diagnostic social et économique, un diagnostic urbain, un état initial du site et de l'environnement, des présentations du territoire, etc. Et ensuite, on travaille sur un projet d'aménagement et de développement durable qui est la vision politique de l'aménagement du territoire
sur la question de l'aménagement et de l'urbanisme, ce qui nous permet ensuite de définir les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme. Tous ces objectifs qui sont assignés au PLU, on les retrouve dans les différentes pièces qui composent le PLU. Il y a d'abord un rapport de présentation qui est déjà là un document assez important en volume, puisque c'est le rapport de présentation comprend tous les diagnostics. Il comprend aussi des documents qu'on réalise en fin d'élaboration du PLU, c'est la justification des choix, des règles et l'évaluation environnementale. Donc on commence par faire le diagnostic et après on établit tout le document, on justifie les règles et on a une évaluation environnementale. Et tous ces éléments-là se retrouvent dans le rapport de présentation. Ensuite, on a un deuxième document qui, là, n'est pas très épais, qui doit faire 27 pages, je crois, qui est le projet d'aménagement et de développement durable. Ce projet d'aménagement et de développement durable, vous l'avez déjà vu, vous en avez débattu en conseil municipal en mai ou juin 2023. Ce projet d'aménagement et de développement durable, il fixe les grandes orientations du territoire. C'est la feuille de route. Ce qu'il faut noter sur ce projet d'aménagement et de développement durable, c'est que c'est un document qui est très petit, mais très important, dans le sens où toutes les règles du PLU doivent être justifiées au regard de leur compatibilité, de leur cohérence avec ce projet d'aménagement et de développement durable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que toute évolution du PLUI, toute modification qu'on va pouvoir faire sera possible en fonction de son respect de l'économie générale de ce document-là. Donc 27 pages, mais ces 27 pages à bien avoir en tête. Ensuite, on a les documents de cadrage réglementaire. Les documents de cadrage réglementaire, il y a deux types de documents de cadrage réglementaire. Les orientations d'aménagement de programmation, qui peuvent être thématiques ou sectorielles, et le règlement et son plan de zonage associé. Et ça, c'est ce qui va fixer le corpus réglementaire. Le reste des éléments qui vont prendre beaucoup de place, mais qui ne sont pas forcément en fait du ressort du PLU, c'est toutes les annexes, les servitudes d'utilité publique, donc toutes les réglementations annexes qui sont imposées aux constructions et qui sont intégrées au PLU à titre d'information pour que le pétitionnaire, quand il arrive au service droit des sols pour voir ce qu'il a le droit de faire, il a toutes les informations sur ce qui est possible, y compris la réglementation qui ne relève pas du PLU. Donc il y a toutes les servitudes d'utilité publique, mais il y a aussi tout un tas d'arrêtés et d'annexes qui prennent effectivement beaucoup de place. Et puis il y a les annexes sanitaires, c'est tous les plans des réseaux, notamment les règlements d'assainissement, etc. Donc voilà sur les pièces du PLUI. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc le calendrier d'élaboration du PLU, c'est effectivement un document qui a été prescrit en 2021. On a réellement commencé à travailler sur les études en fin 2021. Et depuis cette date, on a travaillé sur le diagnostic et les enjeux, le projet d'aménagement et de développement durable qui a été débattu, comme je disais tout à l'heure, en juin 2023. Et puis après, tous ces éléments de cadrage réglementaire, le corpus réglementaire, jusqu'en juin 2024, date d'arrêt du projet du PLUI au Conseil de territoire. Donc on est aujourd'hui en phase de consultation d'une part des personnes publiques associées qui ont été sollicitées le 18 juillet. Donc ces personnes publiques associées, c'est les services de l'État, les services de la région, les chambres consulaires, les départements, les communes limitrophes et toute personne publique qui peut être intéressée à l'élaboration du PLUI. Ces personnes publiques ont 3 mois pour faire part de leurs avis et remarques sur notre dossier de PLUI. À la fin de cette consultation, on met en place une enquête publique. Enquête publique à destination de tout le monde, de tous les habitants usagers des villes du territoire et d'ailleurs, qui sont intéressés à l'élaboration du PLUI. Cette enquête publique, on met à disposition de tout le monde l'ensemble du dossier du PLU arrêté ainsi que tous les avis des personnes publiques associées. L'enquête publique est prévue pour le PLUI du 18 novembre au 11 janvier 2025, soit 54 jours. Et il y aura pour Asnières 4 permanences qui sont prévues en mairie. Et sinon, dans les autres villes, il y aura aussi 4 permanences. Vous pouvez vous rendre, bien évidemment, dans les permanences des autres villes. Il y aura 25 permanences en tout. Avec, une fois cette consultation et cette enquête publique terminée, on modifiera le projet de PLUI
soit pour tenir compte des demandes qui ont été faites, soit pour justifier de pourquoi on n'en tient pas compte. Et une fois qu'on aura fait ce travail de justification et de prise en compte, on a pour objectif d'approuver le PLUI au printemps 2025. Voilà, pour cette diapositive. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Super, merci. Les outils de la concertation et de la communication. Tout au long de l'élaboration du PLUI, nous avons mobilisé un certain nombre d'outils pour partager et co-construire le PLU avec non seulement les services des villes, les élus, mais aussi avec les habitants. Pour cela, on s'est outillé d'outils d'information, des réunions publiques plutôt descendantes en visioconférence à chaque grande étape du PLUI, mais également des lettres d'information, 4 lettres d'information, la 5e est en cours de présentation pour présenter les grandes phases du PLUI. Ensuite, on avait un certain nombre d'outils de contributions qui ont été mis en place avec un questionnaire, des stands PLUI dans lesquels on est venu auprès des habitants dans les gares, les marchés, etc. Un concours photo pour que les gens présentent, les habitants présentent leurs avis, leurs impressions sur le territoire. 7 ateliers thématiques qui ont eu lieu dans chacune des villes. À Asnières, c'était un atelier sur la santé et l'organisation des... J'arrive plus à retrouver son petit nom, il avait un petit nom rigolo, mais je l'ai perdu. Et la ville à tout âge. Donc j'ai perdu son nom, excusez-moi. Ensuite, il y a eu des ateliers de petit déjeuner avec les acteurs économiques du territoire, un concours dessin avec les centres de loisirs des villes, 4 balades urbaines qui ont été organisées et qui ont rassemblé un certain nombre d'habitants, notamment la balade en bateau qui a eu beaucoup de succès. Et puis enfin, 7 ateliers territoriaux où on est venu dans chacune des villes présenter la boîte à outils du PLU et comment elle pouvait s'implanter s'utiliser sur le territoire de chacune des villes. Donc, après la phase de diagnostic qui a défini les grands enjeux pour le territoire, on a travaillé sur le PADD. Ce PADD, vous l'avez déjà débattu, mais comme toutes les règles du PLU découlent de ce PADD, je vais vous en rappeler les grands axes. Un premier axe qui est un territoire d'équilibre riche de ses diversités. C'est vraiment le volet, l'intégration du territoire dans son environnement métropolitain régional. Donc avec la question des transports structurants, la question de la Seine, la question des grands paysages, mais aussi la question des spécificités locales et des différentes identités du territorial, avec les questions des tissus pavillonnaires, par exemple, des éléments patrimoniaux remarquables. Un deuxième axe qui est un territoire engagé dans une transition environnementale ambitieuse. C'est un axe qui fait écho aux orientations qui ont été fixées par les habitants dans le cadre de la concertation. Dans le cadre de la concertation, la question de la santé, la question des mobilités, la question de la nature en ville sont des questions qui ont particulièrement émergé de la part des habitants. Le troisième axe, un territoire du vivre ensemble, répond aux problématiques du quotidien. C'est la localisation des équipements, la localisation, l'usage des espaces publics, les localisations des habitants, la répartition des typologies d'habitat, etc. Et enfin, le quatrième axe, c'est un territoire actif, productif et innovant, avec pour objectif de renforcer le territoire d'industrie, de limiter la résidentialisation du territoire avec la sanctuarisation d'un certain nombre de secteurs d'activité pour conforter l'écosystème productif du territoire. Donc ce PADD a été traduit en outils réglementaires à la fois, comme je vous le disais tout à l'heure, des orientations d'aménagement et de programmation et le règlement et son zonage. Les orientations d'aménagement et de programmation sont compatibles aux autorisations d'occupation des sols, au permis de construire, donc dans un rapport de compatibilité, c'est-à-dire que les permis de construire ne doivent pas compromettre la mise en œuvre de ces orientations. Le règlement et son zonage sont applicables dans un rapport de conformité, c'est-à-dire que toutes les règles qui sont écrites dans le règlement doivent être strictement respectées. Les orientations d'aménagement et de programmation, il en existe 2 types, des OAP thématiques et des OAP sectorielles. Je ne vais pas le développer maintenant puisqu'on en parlera un tout petit peu après. Et le règlement et son zonage, de la même manière, on en parlera un petit peu après, mais il y a une diversité d'outils dans le règlement et le zonage que je vais essayer de vous montrer.
Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, on a des orientations d'aménagement et de programmation thématiques. À noter pour le territoire de Boucle-Nord de Seine, toutes les orientations d'aménagement et de programmation thématiques ont pour objectif de renforcer et de valoriser la santé environnementale des habitants et l'amélioration environnementale du territoire. On a 4 grandes orientations d'aménagement et de programmation thématiques. La première porte sur la Seine. Elle s'appelle « Renouer avec la Seine » et elle vise à porter un nouveau regard sur le territoire, à révéler la Seine dans l'aménagement de la ville, à retourner la ville vers la Seine, puisqu'aujourd'hui la ville tourne le dos à la Seine, à améliorer son accessibilité et à apaiser sa découverte, et puis à développer toutes les animalités propres à la Seine en conciliant la multiplicité de ses usages. Cette orientation est traduite en 3 séquences sur le territoire, puisqu'on n'a pas les mêmes orientations et objectifs sur l'ensemble du territoire. La deuxième orientation d'aménagement et de programmation thématique, c'est apaiser les mobilités pour tendre vers un urbanisme favorable à la santé. Cette OAP, elle vise à améliorer le cadre de vie, à lutter contre les nuisances et les pollutions, à permettre de mieux se déplacer et à développer les mobilités actives et durables. Cette OAP, elle est organisée de manière en fonction des échelles. Il y a le grand territoire avec les grandes infrastructures routières et les incidences qu'on peut donner dans le PLU à la fois sur les aménagements de ces grandes infrastructures et sur la constructibilité à leurs abords. On a des questions aussi liées à la programmation des transports en commun structurants. Ensuite, on a une échelle qui est plus territoriale avec l'aménagement des voies locales, le partage de l'espace public, la mise en œuvre des schémas de mobilité active des villes. Ensuite, on a une troisième échelle qui est l'échelle de l'opération ou de la construction pour améliorer le rapport à l'espace public dans les opérations et organiser pour favoriser et fluidifier les mobilités et le rapport entre la construction et son environnement. La troisième OAP thématique vise à renforcer les trames écologiques pour tendre vers un génie urbain à vocation écologique. Il s'agit là vraiment de valoriser la nature dans la ville et ses services écosystémiques, de rendre des sols vivants, de constituer un maillage écologique fonctionnel en faveur de la biodiversité, d'intégrer la gestion aérienne de l'eau dans la ville, de s'adapter au changement climatique, de qualifier le socle écologique des opérations d'aménagement. De la même manière, là, on a travaillé sur les différentes trames, la trame verte, de la biodiversité et des continuités environnementales, la trame bleue de la Seine et de la gestion de l'eau, la trame brune des sols et des sols vivants et de leur continuité, la trame blanche pour limiter le bruit ou surtout créer des espaces des zones de calme. Enfin, la dernière orientation d'aménagement et de programmation thématique, c'est favoriser la durabilité des constructions. Il s'agit là de valoriser le contexte urbain, de s'appuyer sur la ville déjà là et d'améliorer que chaque opération nouvelle, chaque construction vise à améliorer le quartier dans lequel elle se trouve et pas à le dégrader. Donc, donner les outils pour ce faire. Ensuite, s'appuyer sur les constructions existantes en priorité. Donc, donner des outils pour rénover, améliorer les constructions existantes pour limiter le recours à la démolition. Et enfin, en cas d'obligation de démolition ou de développement de nouvelles constructions, c'est développer une architecture bioclimatique. Et de la même manière, l'OAP donne des outils pour développer cette construction durable. Voilà pour les OAP thématiques. Je vous propose de passer aux orientations d'aménagement et de programmation sectorielle. Page suivante, s'il vous plaît. Donc les OAP sectorielles, elles sont vraiment complémentaires du règlement et du zonage et portent sur des secteurs stratégiques identifiés sur lesquels on veut exprimer de manière qualitative des orientations ou des invariants ou des éléments de programmatique pour organiser le développement et encadrer l'évolution et surtout
aller vers des orientations souhaitées. Sur le territoire, on a 31 OAP qui couvrent 720 hectares, sachant que le secteur portuaire de Gennevilliers couvre 400 hectares. Donc on a finalement 320 hectares du territoire qui sont couverts en dehors du port de Gennevilliers. On a 4 OAP sur le secteur d'Asnières, dont une OAP intercommunale Grésillon-Seine. Ensuite, le règlement et le zonage, excusez-moi, diapositive suivante et encore suivante. Le règlement et le zonage, donc, ils visent vraiment à valoriser l'existant et permettre les projets. Classiquement, le PLU de Boucle-Nord-de-Seine est découpé en zones agricoles, naturelles et urbaines. Sur Asnières, nous n'avons que des zones urbaines avec différents types de zones urbaines. Des zones urbaines, la zone générale urbaine qu'on a coloriée là en jaune, mais aussi des zones urbaines de parcs, jardins et cimetières qu'on ne peut pas qualifier de zones naturelles, mais dans lesquelles on a complètement réduit les possibilités de construire pour préserver ces espaces. Et puis ensuite, des zones urbaines de projet et des secteurs de plan masse où on vient préciser des règles spécifiques sur ces secteurs. Donc on a une zone urbaine générale qui fonctionne avec un système d'indices que je vais tenter de vous expliquer ensuite, et après des règlements spécifiques par zone UP ou par secteur de plan masse. Donc, afin de traduire la diversité du territoire et de ne pas avoir une multiplicité de zones, on a inventé un système d'indices. Ce système d'indices, il a l'air un peu bizarre comme ça, mais en fait, c'est un système qui se lit comme un code barre et qui permet d'ajuster complètement les possibilités de réglementer chacun des secteurs de la ville. On a un premier indice dans la zone urbaine, donc un premier indice en bleu, qui est l'indice de destination. Il va fixer ce qu'on a le droit de construire en termes de destination. Donc, le logement, bureau, activités, commerce, équipement, etc. Donc on a les zones mixtes, les zones résidentielles, les zones d'activité et les zones d'équipement. Ensuite, un indice de forme urbaine. On a 8 indices de forme urbaine. Ces indices de forme urbaine, ils vont régler l'implantation des constructions. Donc par rapport aux limites séparatives, par rapport aux voies, par rapport aux constructions entre elles, par rapport aux fenêtres, etc. Ensuite, on a des indices de densité au sol, le petit c vert. Cet indice de densité au sol, il permet de régler à la fois l'emprise au sol, c'est-à-dire la projection verticale des bâtiments sur le sol, donc la place que peuvent occuper les constructions sur les parcelles, mais aussi le taux de pleine terre, donc les espaces complètement libres d'infiltration, ainsi que des espaces verts complémentaires qui ne pourraient pas être en pleine terre. Eh bien, on peut les permettre dans certaines conditions selon les secteurs. Et puis enfin, on a un indice de hauteur qui va définir à quelle hauteur on peut construire dans chacun des secteurs. Et cet indice de hauteur, c'est assez facile. Le 3, ça veut dire qu'on a le droit de faire 3 étages. Si on avait 2, ce serait 2 étages. Donc c'est le nombre d'étages. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc là, c'est un petit peu compliqué parce que normalement, c'est une petite animation PDF, donc ça ne se voit pas bien. Le premier indice de destination, on a les zones mixtes, M, les zones résidentielles, R, les zones d'activité, A, les zones d'équipement, E, et puis les sous-zones d'équipement, EP pour parc, EC pour cimetière et EJ pour jardins familiaux. Ensuite, les indices de forme urbaine, on a 8 indices. Les 2 premiers indices correspondent à des indices de centre-ville, de centralité historique. Le 3e indice correspond à un indice plus faubourien d'espace urbain de transition. Les indices 4 et 5 visent à préserver les formes pavillonnaires, l'implantation de maisons. L'indice 6 correspond à des formes urbaines plus modernes avec de l'urbanisme de plan libre, de grands ensembles ou de construction contemporaine. Donc qui offre une liberté d'implantation mais oblige à plus d'espace entre les objets. L'indice 7 correspond aux zones d'activité avec des reculs nécessaires à la protection des activités. Et l'indice 8
correspond principalement aux besoins des activités portuaires. L'indice de densité au sol, comme je vous le disais, c'est la combinaison du coefficient d'emprise au sol, du taux de pleine terre et du coefficient de biotope surfacique qui permet, plus on a un indice fort, d'avoir une emprise au sol faible, un taux de pleine terre important et des espaces verts sur le territoire. Ce qui est à noter sur l'ensemble du territoire, c'est que la mise en place de ce taux de pleine terre, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui existait très peu dans les PLU et on a un réel progrès en termes environnementaux avec la mise en place de ce système d'indice de densité au sol. Et l'indice de hauteur, globalement, voilà, c'est le nombre de niveaux et sur Asnières, on reste globalement au niveau qui était autorisé. Donc les petits chemins que vous voyez qui sont plus lisibles quand on fait une animation, c'est de dire qu'on peut avoir une zone M1, G5 qui va correspondre à du centre-ville et vous pouvez imaginer toutes les combinaisons possibles, ce qui nous évite d'avoir un règlement très gros puisque le règlement du PLUI finalement il n'est pas très gros grâce à ce système d'indices. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. En plus de ces délimitations de zones, on a mis en place un certain nombre d'inscriptions graphiques qui permettent d'apporter des précisions locales. Des linéaires commerciaux dans lesquels on préserve les rez-de-chaussée actifs où on préserve l'obligation d'implanter des commerces de proximité. Donc on a trois types de linéaires en fonction du niveau qu'on souhaite avoir de préservation et des types de commerces qu'on souhaite voir sur ces secteurs-là. Ensuite, on a des emplacements réservés et des servitudes de localisation. Les emplacements réservés, c'est pour permettre des élargissements de voirie, pour permettre la mise en œuvre des politiques de mobilité active, si on veut revoir un carrefour pour permettre le développement de pistes cyclables ou revoir un aménagement, pour mettre en place des équipements publics aussi, mais aussi des parcs et des jardins. Donc on a ces équipements. Ensuite, on a identifié sur le territoire un certain nombre d'arbres remarquables, d'alignements d'arbres, et puis on a repris et complété les éléments bâtis remarquables et les ensembles urbains remarquables qu'il y avait dans les PLU. Donc il y en a un petit peu plus que dans les PLU. Les listes ont été revues, il y en a qui ont été retirées, donc d'autres qui ont été ajoutées, mais globalement, on a une plus grande protection. Assortie à cette protection, des fiches spécifiques expliquent les éléments à protéger pour chacun des éléments bâtis remarquables. Voilà pour les inscriptions graphiques. Ensuite, on a des inscriptions graphiques qui visent à assurer la mixité sociale. Deux types d'inscriptions graphiques, alors ça ne se voit pas très bien sur le plan puisqu'on a tout assemblé là. Des secteurs de mixité sociale dans lesquels on impose un minimum de logements sociaux pour la mise en place d'opérations. Sur Asnières, on a des SMS 3 et des SMS 5. À noter que ces SMS correspondent au contrat de mixité sociale établi avec l'État et donc on a repris les orientations des échanges entre la ville et la préfecture. Ensuite, on a des secteurs de taille minimale de logement, des STML qui visent deux choses. Les STML 1 visent à limiter les opérations complètes de petits logements. C'est-à-dire qu'on a parfois des promoteurs qui font des opérations avec que des T1 et T2 et qui sont destinés principalement à des investisseurs et qui déséquilibrent l'équilibre social et le turnover dans certains secteurs. Donc l'objectif, c'est dans le STML 1 de limiter les opérations pour qu'il y ait un minimum de T3, T4 dans les opérations. Le STML2, lui, il agit sur les constructions existantes en disant on ne veut pas perdre le parc de logements familiaux et donc en cas d'action sur des constructions existantes, on impose un minimum de grands logements si on veut diviser les logements. C'est-à-dire que si on ne peut pas faire dans un logement 5 ou 6 T1, mais on va dire, si vous réhabilitez un logement, eh bien, dans l'opération, il doit avoir un minimum de 60 ou 70 logements de plus de 3 pièces. Donc ça limite la division des grands logements. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc ensuite... Ah bon, il me semblait que j'avais deux autres.
On a les règles de stationnement avec les périmètres autour des gares. Et puis voilà, voilà, il y a d'autres inscriptions graphiques qui existent dans le document, mais elles sont explicitées dans le PLU. De toute manière, j'avais pas tout mis. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir un dossier de PLUI complet avec tous les éléments que vous avez vus. Et voilà sur la présentation de l'objet PLU. Sur la diapositive suivante, je pense que j'avais mis les prochaines étapes. Et encore suivante. Voilà, donc jusqu'au 19 octobre, donc jusqu'à après-demain, on a la consultation en cours de la mission régionale de l'autorité environnementale des personnes publiques associées, dont l'avis des conseils municipaux, c'est pourquoi on est là ce soir. Va paraître la semaine prochaine la lettre info PLUI numéro 5, et puis ensuite l'enquête publique, comme je vous le disais, du 18 novembre 2024 au 11 janvier 2025, avec les 4 permanences à Asnières et les 25 permanences sur le territoire, et l'objectif d'approuver le PLUI au printemps 2025. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Dozias, pour cet exposé, et félicitations aussi pour tout le travail effectué. Et vous avez su mobiliser les équipes autour de vous, notamment lorsqu'il a fallu réunir les habitants, lorsqu'il a fallu réunir aussi les professionnels, les experts. Et je crois que vous avez beaucoup donné de votre personne. Et moi, je tiens devant tout le conseil municipal d'Asnières à vous féliciter pour ce travail, parce que c'est un travail assez monumental. Expliqué très bien aujourd'hui, bravo. De manière très synthétique, bravo. Mais derrière, c'est absolument monumental. C'est d'ailleurs un des soucis qu'on a en urbanisme, c'est que c'est très très compliqué, très réglementé, et qu'il faut bien évidemment respecter tous ces éléments-là, sans pour autant perdre le fil. Et vous l'avez souligné, dans les villes, vous avez respecté les particularités de chaque ville, les secteurs pavillonnaires sont préservés, les secteurs espaces verts sont préservés, la couture entre les quartiers est préservée, et puis il y a aussi au niveau de l'intercommunalité toutes ces fameuses bandes dont on a parlé, les bandes vertes, les bandes blanches, etc., qui permettent de donner de la cohérence au corpus que vous avez présenté. Donc, avant de poursuivre formellement le conseil municipal de ce soir, mes chers collègues, je pense qu'on pourrait peut-être applaudir un petit peu Madame Dozias. Et la remercier ainsi que M. Berthemeux pour avoir soutenu ce projet tout au long de ces années. Et ce n'est pas terminé, puisqu'en 2025, il faut poursuivre. J'ajoute, mais sans trahir de secret, qu'ensuite, chaque année, vraisemblablement, il y aura ce qu'on appelle une voiture-balai de modification de PLU qui permettra à chaque ville de faire les petits ajustements nécessaires qui sont indispensables dans la vie courante, parce que, heureusement, tout n'est pas figé pour toujours. Mais comme on sera à l'échelle de cette ville, ça supposera qu'on fasse une voiture-balai une fois par an. On ne pourra pas faire ça tous les 2 mois, ça, c'est pas possible. Voilà. Je vais vous raccompagner, ainsi que M. Berthemeux, et puis on va reprendre la séance. Bien. Mes chers collègues, donc, je rappelle pour mémoire que dans les propos de Mme Dozias, il y a la fameuse enquête publique du 18 novembre au 11 janvier où tous nos concitoyens pourront bien sûr exprimer ce qu'ils auront à exprimer sur ce PLUI. Et puis ensuite, ces remarques seront intégrées à l'avis de la commission d'enquête et du commissaire enquêteur. Et normalement, la délibération est prévue au printemps 2025, peut-être légèrement décalée d'1 mois ou 2 si jamais il y a des travaux de rédaction complémentaires à faire pour répondre aux différentes sollicitations notamment des personnalités associées comme la MAE et d'autres. Voilà.
Donc ce soir, ce qui nous est demandé, c'est d'émettre un avis favorable sur ce PLUI, sur les observations annexées, qui étaient des observations de rédaction, de plumes et de conformité de règlement qu'il fallait revoir pour ce qui concerne Asnières sur quelques points et sur quelques situations. Et donc maintenant, si vous voulez bien, je vous propose d'ouvrir le débat pour ceux qui souhaitent s'exprimer sur ce point du PLUI. Et donc, je propose que ceux qui souhaitent prendre la parole, la prennent. Monsieur Giannin, vous voulez prendre la parole? Parce que je vous ai vu lever un doigt, mais pas la main, d'accord. Très bien. Je vous en prie. Vous avez la parole, monsieur Giannin. Merci, monsieur Mancipos. Bonsoir à toutes et à tous. À titre liminaire, je remarquerai simplement que le quorum aujourd'hui, ce soir, dans ce conseil municipal est atteint notamment parce que les élus d'opposition sont là. Et je tenais à le faire observer parce que être une opposition constructive, c'est aussi ça. C'est aussi être présent au conseil municipal et c'est aussi rester en séance pour permettre au quorum d'être atteint et participer à toutes les délibérations. S'agissant du projet qui a été évoqué, qui vient d'être évoqué et présenté à l'instant, je tiens d'abord à remercier les personnes effectivement qui ont travaillé sur ce projet, qui est un projet assez lourd, et qui viennent de nous le présenter. Pour notre part, et en ce qui concerne le groupe Asnières en commun, nous nous abstiendrons sur cette délibération pour une raison que vous connaissez, puisque vous le savez, depuis des années, nous avons un désaccord de fond sur la politique que vous menez et que vous développez à Asnières en matière d'urbanisme. Nous avons un désaccord de fond parce que, vous le savez, nous considérons qu'à Asnières, il y a trop de béton et pas assez d'espaces verts ou d'équipements publics. Nous considérons que vos choix en matière d'utilisation du foncier existant ou du foncier se libérant ne sont pas ceux que nous ferions. Nous ne sommes pas, je le dis, je le répète à chaque fois pour éviter toute caricature, absolument et de manière sectaire contre toute construction. Nous savons qu'il y a un certain nombre de besoins, de demandes, mais nous avons néanmoins une vision pour le coup radicalement différente dans la mesure où nous considérons que œuvrer pour améliorer la qualité de vie à Asnières, ça veut dire aussi ne pas systématiquement construire, bétonner, densifier, mais veiller à construire et développer davantage d'espaces verts, davantage d'espaces de respiration, veiller à préserver nos places, à végétaliser davantage et à construire davantage d'équipements pour que les Asniéroises et les Asniérois qui nous rejoignent puissent avoir tous les équipements nécessaires à la vie de leur famille et à leurs propres besoins, évidemment. Et c'est là que nous avons un désaccord de fond, puisqu'on le voit bien dans les dernières délibérations qui nous ont été soumises lors des conseils municipaux précédents, et je pense que les prochains conseils municipaux seront également l'occasion de le vérifier. Nous avons un désaccord sur des sujets à la fois sur votre politique globale et puis sur des projets très précis qui sont permis justement par les règles que vous souhaitez faire adopter en matière de plan local d'urbanisme, ou de PLUI comme on l'appelle maintenant, puisque c'est un plan intercommunal. Nous avons des désaccords, et je vais vous donner quelques exemples. Quand vous prévoyez une construction R+6 ou R+8, même je crois, place Voltaire, visant à empiéter sur la place, eh bien là, nous avons un désaccord de fond, parce que nous aurions fait autrement. Quand vous prévoyez, je crois que c'est dans vos cartons et qu'on en parlera prochainement, de construire là aussi en R+6 ou R+8, si mes souvenirs sont bons, place des Bourguignons, eh bien, nous pensons qu'il faut faire quelque chose et que la situation actuelle de la place n'est pas satisfaisante, mais nous ferions différemment. Quand vous prévoyez ce que vous faites actuellement sur l'enclos qui est situé entre le boulevard Voltaire et la rue du RPC Gilbert, la parcelle qu'on appelle Point P, quand vous prévoyez finalement de réaliser un projet immobilier au lieu de réserver cet espace comme c'était initialement annoncé à des espaces verts, eh bien là aussi nous avons une vision différente et nous ferions différemment. Je pourrais de manière exhaustive passer toute la soirée à vous citer quelques exemples comme ça, mais nous avons, vous avez compris, une vision tout à fait différente de la politique d'urbanisme pour notre ville, et c'est la raison pour laquelle, tout en continuant à vous proposer
épisodiquement un certain nombre de choses qui nous semblent aller dans le bon sens pour notre ville. Sur cette délibération précise, nous nous abstiendrons parce que, tout simplement, et vous le savez très bien, nous ne sommes pas d'accord sur vos choix en matière d'urbanisme. Merci. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a une autre demande d'intervention? Madame Auvray? Oui, Madame Auvray, allez-y. Bonjour. Pour reprendre effectivement, pour les mêmes raisons, pour le groupe Ensemble Citoyen, nous nous abstiendrons sur cette délibération également, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas en accord sur la vision pour la ville de la densification, l'absence d'espaces verts, de végétalisation. Et effectivement, c'est un peu surprenant de définir des zones avec des hauteurs maximales et de voir que tous les projets de construction nouvelle sont notés avec une exception. Donc je me pose la question, quel est l'intérêt de définir des zones en 5 pour construire en 6 pour construire en 8? Donc voilà, quel est le projet? Si je prends le dernier construction dans le centre, à l'angle de la rue Babs et de l'avenue d'Argenteuil, c'est du 6 qui est noté sur le plan alors que nous sommes en zone 5. Donc voilà, tout ça c'est une question qui fait que nous ne voterons pas. L'autre point qui nous interroge, c'est également la faible participation des citoyens aux consultations. Alors, elles ont été organisées, bon, on le concède tout à fait. La question qu'on se pose, c'est comment, dans les consultations à venir, puisqu'il va y en avoir d'autres au mois de novembre, que comptez-vous faire pour pouvoir associer et inciter davantage d'Agnérois à participer? Est-ce que les CCQ sont systématiquement associés? Est-ce qu'il va y avoir... Voilà, y a-t-il un moyen ou des actions envisagées pour pouvoir mobiliser davantage d'Agnérois sur ces thématiques? Une autre intervention? Non. Bon, alors mes chers collègues, je vais répondre. Bon, effectivement, avec M. Géanin, on a constaté depuis longtemps notre désaccord sur ces sujets. Aimablement d'ailleurs, enfin, on constate tous les accords aimablement. Alors, je vais rappeler quand même quelque chose qui est important, c'est que quand on parle de construire, de densité, etc., on oublie que quand on construit, on le fait aussi pour offrir aux concitoyens un ensemble de possibilités de logement, et notamment certains de nos concitoyens ont besoin, comme vous le savez, de logements sociaux. La ville d'Asnières, sur les deux mandats, sur le mandat de 2014 à 2020 et celui qui est en cours, aura construit, je dis bien construit, pas agréé, pas validé, pas conventionné, construit, plus de 2600 logements sociaux qui correspondent tout à fait à ce que la DRIL nous demande en répartition de PLAI, PLU, PLS, etc. Évidemment, dans un souci de mixité sociale, on ne peut pas construire que du logement social. Donc on construit aussi du logement privé, du LLI et des résidences étudiantes, des résidences seniors. C'est tout cet ensemble qui sont construits. Ensuite, les actes d'Asnières sont en voie de conclusion. Donc globalement, la constructibilité du territoire d'Asnières va beaucoup se restreindre une fois que les actes sont terminés, puisqu'en fait, après, la construction de la ville sur la ville ne sera pas aussi possible que ça, dans la mesure où on a voulu protéger tout le tissu pavillonnaire. Donc on ne va pas bazarder des maisons pour construire des immeubles. Donc ça, c'est important. Ensuite, la question de la concertation. Alors, avec le PT, parce que le PT était maître d'œuvre là-dessus, on a usé et abusé de communication, que ce soit dans les journaux officiels, sur les sites internet, dans des journaux dédiés. Il y a même eu des émissions qui ont été faites. Malgré cela, selon les villes d'ailleurs, la participation entre guillemets citoyenne a été honnête, mais pas massive, c'est vrai. Pour autant, quand les gens venaient, leurs propos étaient en général assez argumentés, intéressants, enfin voilà, et ils s'étaient bien documentés avant. Pour l'anecdote, il y a même un couple qui a fait toutes les réunions publiques de toutes les villes, vous voyez, donc ils avaient une spécialité vraisemblablement, peut-être qu'ils projetaient peut-être je sais pas quoi, mais on les a vus à chaque fois, donc c'était assez amusant, mais en même temps, ils étaient constructifs, ils posaient un certain nombre de questions positives. Donc, Madame Auvray, on va refaire la même chose, c'est-à-dire qu'on va largement diffuser la possibilité pour les gens de venir s'exprimer, de consulter, etc.,
Après, comment dirais-je, où le diable est dans les détails, où je dirais, on a une difficulté peut-être de mobilisation des personnes, mais pour autant, on continuera. Vous parliez des CCQ. Oui, bien sûr, les CCQ ont été informés. On a même fait, à un moment donné, des communications sur les marchés, puisque ce sont quand même des lieux de fréquentation habituels où on rencontre la population. J'ai moi-même animé des réunions publiques à l'Orangerie ou dans les quartiers nord d'Asnières, à La Vergne et ailleurs, et dans les écoles. Parfois, on avait quelques dizaines de personnes maximum, et parfois même moins. Voilà. Donc, on fera tous nos meilleurs efforts avec le PT, parce que c'est le PT qui pilote la communication, pour qu'il y ait le maximum de concertation possible, pour enrichir le débat. Mais voilà, mais je ne peux pas vous garantir qu'il y aura plus de milliers de personnes qui vont se brancher. D'ailleurs, paradoxalement, quand on a fait des réunions en visioconférence en 2021-22, on n'avait pas réunion publique beaucoup plus de monde. C'était sans doute parce que c'était plus facile pour les gens depuis chez eux ou voilà de se brancher. Donc je sais que le PT va remettre au point à nouveau des visioconférences pour permettre aux gens de s'exprimer sur ces sujets qui sont quand même, reconnaissons-le tous ensemble, précis, techniques et impliquants bien évidemment pour la vie des gens. Voilà. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, moi ce que je... Ah, Monsieur Guillard, je ne vous avais pas vu. Vous aviez fait une demande d'intervention? Non, mais j'aimerais intervenir sur ce que vous dites. Je vous en prie. Alors, je vous remercie déjà, Monsieur Mancipos, de nous redonner la parole, ce qui n'est pas toujours le cas dans les conseils plutôt classiques où effectivement on a droit à une intervention liminaire et jamais de droit de réponse. Et je voudrais intervenir justement pour appuyer sur le fait, comme le rappelait mon collègue Romain Géanin, sur la différence idéologique qu'on peut avoir justement sur ce PLUI. Pour nous, ça représente véritablement un paquet cadeau, quoi, en fait, qui enrobe le fait que vous souhaitez densifier clairement la ville, mais à tout crin. Vous souhaitez préserver le tissu pavillonnaire et vous parlez d'augmentation du nombre, ou en tout cas de construction, de création de logements sociaux. On sait où ils sont créés, en fait. On sait que ce n'est pas forcément dans les quartiers les plus aisés. Donc ne nous faites pas le coup de la mixité sociale, puisque pour le coup, ça ne se concrétise pas dans les faits. En fait, quand vous créez du logement social, on sait que vous le mettez dans certains quartiers, au détriment d'autres, en fait, pour justement éviter la mixité sociale. Idéologiquement, donc, vous appuyez le fait que, voilà, justement, vous souhaitez densifier la ville, à contrario de ce que peut faire notre ville voisine de Courbevoie, qui ne fait pas partie du même EPT, on est d'accord, mais qui pour autant, depuis 2019, avec son PLU, a souhaité justement ralentir, voire cesser une espèce de course folle de densification et d'augmentation de la population. Nous, on est dans un territoire très particulier, très enclavé, où on a une densité assez folle en fait de population. Et on ne comprend pas, en fait, qu'on puisse continuer à densifier la ville jusqu'à atteindre quoi comme limite? Les 100 000 habitants. Alors qu'en fait, on a une taille de ville qui est 2 fois moindre que celle de Gennevilliers. Alors oui, certes, le PLUI de l'EPT peut s'adapter à des villes comme Colombes, par exemple, comme Gennevilliers, qui a encore du foncier qui est disponible justement pour de la création de nouveaux logements, mais certainement pas Asnières, certainement pas des quartiers comme les Hauts d'Asnières, par exemple, comme les Grésillons, ou même le centre-ville d'Asnières. À un moment donné, il faut s'arrêter, il faut respirer, il faut regarder ce qui est fait, il faut s'apercevoir que la ville est malheureusement, pour l'instant, trop dense et que les habitants ont besoin d'une ville plus aérée. Voilà, je vous remercie. Alors, vous affirmez certaines choses, mais je vais vous contredire, j'en suis désolé, mais... Je pense que pour la véracité des choses, je ne peux pas laisser passer le fait que vous disiez qu'on ne densifie, et pour le logement social, que dans certains quartiers. Non. Sur les bords de Seine, qui est un exemple même de ZAC de mixité sociale profonde, on aura construit plus de 30% de logements sociaux sur les bords de Seine. Donc en fait, ce n'est pas concentré tout au même endroit. Aujourd'hui, en centre-ville et sur l'ensemble, je dirais, du territoire hors les territoires NPNRU et les Hauts d'Asnières, on n'est pas à 35, mais on sera à 30% systématique de logements sociaux chaque fois qu'on construira. Donc il y a bien une volonté de construction de logements sociaux partout sur le territoire de la ville d'Asnières où c'est possible. Voilà. Ensuite, vous citez l'exemple d'une ville et vous me parlez d'habitants. Alors moi, je vous invite à regarder avec précision la fiche INSEE de la ville
et vous vous rendrez compte que malgré les fameuses constructions densité dont vous parlez, bétonisation, etc., c'est votre vocabulaire, le nombre d'habitants d'Asnières est stagnant. Et c'est une raison très simple à expliquer. Très très simple à expliquer pour les démographes. C'est que la diffusance des familles ou les départs des enfants font qu'à un moment donné, certes, les gens restent dans des logements, et à ce moment-là, d'ailleurs, ça pose un problème dans le logement social, de logements très grands qui sont parfois sous-occupés, mais ça, c'est un autre problème. Mais globalement, la ville d'Asnières n'est pas à la course à aller chercher 100 000 habitants, puisqu'aujourd'hui, on est toujours en dessous de 90 000 habitants, malgré les constructions nouvelles. Et d'ailleurs, dans l'histoire des villes, toute ville qui cesse de construire perd inéluctablement des habitants. C'est l'arrêt démographique. C'est à la fois, malheureusement, le départ définitif, c'est-à-dire les décès, mais aussi les divorces, et puis c'est aussi les départs des enfants, etc. S'il n'y a pas mécaniquement un certain nombre de constructions, les villes perdent des habitants. Voilà. Et aujourd'hui, sur Asnières, si vous regardez la courbe démographique d'Asnières, non, elle n'est pas tendancielle vers 100 000 du tout. Il n'y a pas cette course-là. Et je pense qu'il ne faut pas dire des choses aux Asniérois qui sont des choses qui sont des contre-vérités. Et j'invite tout Asniérois qui veut s'informer à aller sur la fiche INSEE 92004 de la ville d'Asnières. Ce que je dis, c'est totalement vérifiable, et c'est vérifiable depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, malgré les constructions, on n'a pas une croissance exponentielle des habitants, loin s'en faut. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que malheureusement, ce n'est pas toujours facile à gérer, mais au niveau des effectifs des enfants, on constate qu'on n'est pas en croissance de classes partout sur la ville. On est en croissance de classes sur la ville, sur les quelques quartiers où les constructions nouvelles viennent d'arriver, mais pas sur le reste. Donc ça veut dire qu'au total, si vous voulez, la démographie de la ville, elle n'est pas en explosion exponentielle. Donc ne dites pas cela, parce que vous pouvez trouver d'autres arguments, vous pouvez philosophiquement être complètement, en opposition avec nous, mais ne prenez pas ces arguments qui ne sont pas des bons arguments. Voilà. Mes chers amis, puisqu'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention visiblement. Ah si, M. Sellier, excusez-moi, M. Sellier, vous n'avez pas vu. Et pourtant. Merci. Merci, M. Monsipose. Ce que je suis étonné quand même, c'est effectivement qu'on a eu deux intervenants. Deux interventions, je dirais, par des élus qui, à un moment donné, ont été aux manettes. Alors, nous ferions différemment, mais que ne l'avez-vous fait quand vous étiez aux manettes ? Combien d'espaces verts ont été créés lorsque vous étiez aux manettes de la ville ? Alors, c'est très bien, effectivement, de nous reprocher de ne pas créer des espaces verts. Or, c'est entièrement faux, puisqu'on voit bien qu'effectivement, justement, sur certains quartiers de la ville, on a créé des espaces verts. Mais moi, je ne me souviens pas, quand vous étiez aux manettes, que vous ayez créé des espaces verts. Alors, vous feriez différemment. Fallait le faire quand vous étiez aux manettes. Je voulais préciser quelques éléments par rapport à la politique environnementale de manière globale, telle qu'elle est conçue dans notre pays depuis les lois Grenelle, comme ça a été rappelé très bien par notre auditrice de l'EPT, et sur des textes qui ont été votés à l'unanimité des partis politiques à l'époque, qui étaient d'avoir des urbanisations qui étaient compatibles avec les réseaux de transport. Et il n'échappera à personne que les quartiers qui sont les plus construits aujourd'hui sont d'anciennes zones industrielles reconverties et qui forment les plus vastes écoquartiers d'Europe aujourd'hui, quand on cumule les 3 écoquartiers qui ont été réalisés sur la ville d'Asnières et qui sont au bord de la future ligne 15 du métro du Grand Paris Express. Toute cette politique, elle permet une chose, elle permet des rééquilibrages territoriaux clairement, et vous l'avez parfaitement mentionné, notamment sur les créations des logements sociaux, puisque notre ville était historiquement en carence sur ces logements, et un rattrapage considérable est fait depuis 2014. Et outre cela, ça permet aussi les préservations des espaces naturels en grande couronne et en province, puisque c'est l'un des objectifs, notamment qui a été réaffirmé dans la loi climat et résilience, avec les objectifs de zéro artificialisation nette. Ce qui avait été précisé, notamment dans le cadre de ces écoquartiers, c'est que comme nous sommes sur des reconversions de zones industrielles pour les écoquartiers de bord de Seine notamment, nous avons une amélioration puisqu'il y a eu notamment des dépollutions massives qui ont été réalisées sur ces secteurs dans le cadre des travaux.
Et puis par ailleurs, on parle souvent de densification, et moi je noterais aussi une chose, Thierry Sellier l'a rappelé, la création des espaces verts. Je note aussi les décisions qui ont été prises dans le cadre de ce mandat, et notamment la décision de ne pas construire l'intégralité de la ZAC telle qu'elle avait été prévue en bord de Seine, pour agrandir notamment le parc des Échiquiers que nous venons d'ouvrir et d'inaugurer dans le cadre de ce mandat avec monsieur le maire, et qui va permettre en fait de le doubler en superficie, et donc d'accroître une zone d'espace vert dans une zone où, certes, les habitants nous avaient dit que la densité commençait à être forte, et c'était un point qui était partagé par les élus, et d'où la décision de monsieur le maire de ne pas construire l'intégralité de cette ZAC et d'accroître l'espace vert que nous venons d'inaugurer. Voilà quelques éléments que je voulais ajouter. Merci. Monsieur Thierry Michel Izoard. Oui, la majorité va un peu s'exprimer. Après, je vous rendrai la parole, madame. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci, monsieur le Premier maire adjoint. Vous avez souligné la qualité des travaux qui ont été faits. C'est vrai que quand on regarde les documents, ils sont très complets et ils sont très bien documentés. Il y a un axe qui a été cité qui est renoué avec la Seine. Et c'est vrai que nous tous, nous souhaitons avoir un accès à la Seine, soit pour des particuliers, des familles ou des sportifs. Il y a aussi un très beau projet qui existe, qui est la promenade sur la Seine par le département. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas que ce projet nous empêche d'accéder à la Seine. C'est pour ça qu'il sera intéressant, dans les mois qui viennent, de regarder quelles sont les pistes concrètes pour pouvoir en fait mettre en valeur le bord de Seine, qui n'est pas trop mis en valeur, ni dans cette commune, ni dans d'autres, et nous permettre, nous, d'avoir des projets, en particulier sur le parc Robinson, d'accès à la Seine. Donc c'est ce que je voulais faire remarquer. Merci à vous. Alors, monsieur Janin, je rends d'abord la parole à madame Aubray, puis après vous. Hein, monsieur Guillard, vous voulez encore vous exprimer? Bon, ben, écoutez, on fait ça dans l'ordre. Madame Aubray, monsieur... Allez-y. Moi, j'ai plutôt une question, c'est peut-être une question technique, je ne sais pas. Dans le document, il y a beaucoup de bâtiments appelés remarquables ou qui relèvent du patrimoine de la ville, dont un certain nombre d'immeubles. Beaucoup d'immeubles qui, pour certains, j'imagine, ne sont pas forcément en efficacité énergétique optimale. Quelles sont les solutions quelles sont apportées par la ville pour à la fois maintenir le patrimoine de ces immeubles qui effectivement ont des qualités architecturales certaines et répondre à l'enjeu de passer en diagnostic DPE à terme? Je vais faire une réponse très courte avant de donner la parole à M. Guillard. En fait, les fameux bâtiments remarquables qui sont classés en fonction de l'architecture, il y a notamment des façades de briques et des décorations avec des monnaies nature, et il est effectivement interdit de faire de l'ITE, c'est-à-dire de l'isolation par l'extérieur. Donc, à chaque fois, on a des discussions avec les copropriétés pour trouver des solutions techniques internes, ne serait-ce que déjà sur les ouvrants, on arrive à trouver des solutions sur les ouvrants qui peuvent aider à améliorer les DPE. Mais si on autorisait les ITE, on défigurerait complètement ces immeubles qui ont un caractère remarquable. Et ça n'est pas possible, si vous voulez. Donc, il n'y a pas de solution miracle, si ce n'est les ouvrants et l'isolation par l'intérieur. Il n'y a pas d'autre solution, parce qu'autrement, ça voudrait dire qu'on laisserait libre possibilité de défigurer des bâtiments qui sont classifiés, pas par moi, hein, mais par des experts architecturaux, la CEE et d'autres, et même les Bâtiments de France, qui nous ont dit, sur ces architectures, essayer de les conserver le mieux possible et le plus longtemps possible. Voilà. Monsieur Guillard et Monsieur Géanin. Monsieur Guillard. Merci, Monsieur Mancipos, de me redonner la parole. Alors, deux choses. Monsieur Sellier, puisque vous parliez de notre mandat, pour le coup, alors vous êtes gentil, mais déjà, il fallait réhabiliter l'existant. Hein, quand on a pris la mairie entre 2008 et 2014, je vous garantis que les espaces verts, c'était vraiment pas ça. Que ce soit, par exemple, le Gilbert Thomain qu'on a refait, le square Pompidou, et surtout le square des impressionnistes qui s'était affaissé sous plusieurs mètres, alors que c'était justement la précédente mandature de monsieur Ischliman qui l'avait ouvert. Et pour répondre à monsieur Mancipos qui parlait de la fiche INSEE, je suis dessus. 92 004 sur la fiche INSEE d'Asnières. Population 2010, 82 000. Population 2021, 90 000. Alors, je ne suis pas un expert en mathématiques, mais je crois que ça fait quasiment 10% d'augmentation. Après, ne me parlez pas de stagnation. Enfin, je vous remercie. Monsieur Géanin.
Oui, merci. Bien, je voudrais d'abord vous remercier, M. Mancipose et M. Doublic, parce qu'on a pu exprimer nos désaccords, mais on l'a fait cordialement, en toute courtoisie et sur un ton apaisé. Et je trouve vraiment que nos débats en conseil municipal devraient ressembler systématiquement à ça. Ça permet à chacun d'exprimer sa position sans forcément essayer d'entailler l'autre ou de polémiquer, comme vient de le faire M. Sellier. Et je trouve que finalement, il devrait peut-être s'inspirer un peu plus de votre manière de faire. Ça le grandirait, parce que je trouve que franchement, quand on est adjoint depuis je ne sais même plus combien d'années, M. Sellier, rétorquer à chaque fois comme un enfant de 8 ans, « Ah ben oui, mais vous avez fait ci ou ça en 2008 », c'est vraiment pas à la hauteur. Et mon collègue Laurent Guillard a eu raison de vous répondre qu'en 2008, effectivement, la majorité sur place, elle a trouvé une situation absolument calamiteuse qu'elle a dû gérer, premièrement. Mais il aurait également pu pousser et ajouter qu'on vous retrouvait, M. Sellier, vous et vos amis, systématiquement dans l'opposition face à tous les projets qui pouvaient être faits. Mais tous. Moi, je me souviens, à titre d'exemple, d'un projet qui visait à implanter quelques logements sociaux, seulement quelques-uns, dans le quartier de la rue du Bac, et contre lequel vous avez toutes et tous, celles et ceux qui étaient là, en tout cas à l'époque, franchement manifesté votre opposition très franche, très ferme. Donc voilà ce que vous faisiez à l'époque, mais honnêtement, si on s'amuse à remonter dans le temps, alors on peut remonter à 1989, puisque M. Schliemann, il est élu depuis 1989, et dans ce cas, on s'en sortira pas, parce que vous savez, moi, en 89, j'étais à peine né, donc ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui s'est passé en 1989, mais c'est ce que vous faites aujourd'hui et maintenant, et comme on a déjà pu vous l'exprimer, eh bien, sur ce que vous faites, mais je vous le dis franchement, sans animosité, sans polémique, on a simplement un désaccord de fond. Et je remercie donc encore une fois vos collègues, messieurs Mancipose et Doublic, qui ont répondu à ce désaccord de fond en maintenant leur position, en me répondant. Je suis toujours pas d'accord avec eux, ils sont toujours pas d'accord avec moi, mais au moins on se le dit franchement, calmement, et sans chercher à polémiquer ou à entailler l'autre, parce que franchement, agir de la sorte, ça grandit pas la politique et ça la rend pas plus intéressante pour les gens qui nous regardent. Mes chers collègues, donc, il nous est demandé de rendre un avis sur ce projet de plan local d'urbanisme qui a été arrêté, je le rappelle, par délibération du Conseil de territoire du 27 juin dernier. Et donc, il faut que je soumette ce point au vote. Je vais commencer donc par la question sur qui s'abstient finalement sur ce vote, s'il vous plaît, pour clarifier le vote. Qui s'abstient? D'accord, merci. Qui vote contre? Personne. Qui vote pour, s'il vous plaît? Très bien. Donc, l'avis favorable est adopté, va être transmis à l'autorité préfectorale et puis ensuite, bien sûr, au commissaire enquêteur. Il n'y a pas de question orale, je vous l'avais dit. Par contre, j'ai à vous communiquer les 2 prochaines dates des conseils. Donc, si vous voulez bien les noter, 21 novembre 2024 et 19 décembre 2024 à 19h en salle du conseil. Voilà. Permettez-moi de remercier tous les élus qui sont présents, quelle que soit leur couleur, et le personnel communal qui a travaillé pour préparer cette séance, nos amis de l'audiovisuel qui ont assuré sa rediffusion, et encore une fois, et à distance parce qu'ils sont partis, nos collègues de l'EPT qui nous ont fait une très belle présentation d'un dossier compliqué. Très bonne soirée à tout le monde. À bientôt.